Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Comme vous l'avez vu au titre, on va commencer cet épisode avec une question de Théodore sur des vaisseaux immenses. La Chine a aussi annoncé le début d'études préliminaires et de faisabilité pour la construction de structures allant jusqu'au kilomètre en orbite. Bonjour Théodore. En effet, la Chine n'arrête pas avec les déclarations sur des projets grandiloquents ces dernières semaines. Souvenez-vous, on a discuté dans un dossier de l'espace de la possibilité de construire d'immenses centrales solaires en orbite. Un projet évoqué par Pékin en juin dernier. Voilà maintenant qu'une institution du pays vient de lancer un plan de recherche sur 5 ans pour étudier les défis techniques liés à la construction et l'assemblage de structures spatiales de plus d'1 kilomètre de long. Les applications pourraient être ces fameuses centrales solaires, mais aussi d'immenses télescopes, des habitats spatiaux ou des infrastructures permettant d'exploiter les ressources spatiales. Pour le moment, tout cela reste bien vague, et il paraît très improbable que le pays se décide à mettre un tel projet en pratique dans un futur proche. On connaît néanmoins la capacité de la Chine à prévoir des projets sur le temps long. Il faudra donc surveiller si ces recherches préliminaires sont suivies d'efforts plus tangibles. Tout commence bien évidemment par la mise au point d'un lanceur super lourd, éventuellement réutilisable. Et de ce côté-ci, il commence à y avoir un peu d'action. À Wuhan, ville dorénavant bien connue de tous, on a par exemple vu apparaître ce dôme de réservoir. Il fait 9,5 mètres de diamètre et est donc légèrement plus grand que celui d'un Starship. La mise au point de la Longue Marche 9 va probablement nécessiter la plus grande partie de la décennie. Une fois opérationnelle, elle aura de nombreuses missions qui l'amèneront notamment du côté de la Lune. Les plans lunaires chinois continuent justement d'évoluer très vite. Long Liao, un des principaux designers de la famille de fusées Longue Marche, a ainsi évoqué la possibilité de mener un vol habité vers la Lune avec 2 Longue Marche 5 modifiées. En appuyant l'architecture sur une fusée qui est déjà en service, il serait possible pour le pays d'amener plus rapidement des équipages sur notre satellite. Rien d'officiel pour le moment, mais on sent de plus en plus comme un air de course à la Lune. On enchaîne avec la question de Maxime et on va aller voir du côté d'une grosse explosion. Pourrais-tu nous parler de la constellation Ophiuchus ou Serpentaire? J'ai appris qu'il y avait eu une grosse explosion qui avait été remarquée le 8 août 2021. Bonjour Maxime. En effet, le 8 août dernier, l'étoile RS Ophiuchi, située dans la constellation d'Ophiuchus, a connu une éruption violente visible à l'œil nu. RS Ophiuchi est une nova récurrente qui se trouve à environ 5000 années-lumière du système solaire. Plusieurs fois par siècle, elle connaît un brusque sursaut de luminosité. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment une étoile, mais plutôt 2. Le système est constitué d'une naine blanche, un cadavre stellaire, et d'une géante rouge. La naine blanche vole en continu de la matière à son compagnon. Cette matière s'accumule dans son atmosphère, et tous les 15 à 20 ans environ, elle atteint une température suffisante pour déclencher une gigantesque explosion thermonucléaire. C'est la fameuse nova qu'on observe depuis la Terre. Contrairement à une supernova, l'explosion n'est pas assez puissante pour disloquer l'étoile. Une fois celle-ci passée, les 2 étoiles reprennent donc leur manège, ce qui conduit à une nouvelle explosion quelques années plus tard. Dans le cas de RS Ophiuchi, la dernière remonte à 2006 et jusqu'à 6 autres ont pu être relevées au cours du XXe siècle, bien que certaines de ces éruptions ne soient pas confirmées. Il existe une poignée d'autres novas récurrentes connues dans la galaxie. Certaines produisent des novas régulières, comme RS Ophiuchi, et d'autres, beaucoup moins. T Corinnae Borealis, par exemple, n'a pas connu d'éruption depuis 1946. Elle se donnera peut-être en spectacle d'ici quelques années, puisque le temps qui nous sépare de sa dernière éruption est à peu près similaire à l'intervalle qu'il y a eu entre cette dernière et la précédente. Mais bon, ces choses-là ne peuvent pas vraiment se prévoir. Vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, mais pour la prochaine question, nous allons parler de météores et de bolides. Peux-tu nous en dire plus sur le météore d'Oslo?
Bonjour Fibrizo. Ces dernières semaines, les cieux européens ont donné lieu à de sacrés spectacles. En juillet, la nuit de la capitale norvégienne a connu un brusque éclat de lumière. Un gros météore, entré dans l'atmosphère à plus de 50 000 km/h, a brûlé très intensément pendant quelques secondes. Aucun dommage ou blessé à déplorer, mais il est possible que l'objet ait atteint le sol. La région estimée de l'impact est cependant recouverte de forêts. Il sera donc difficile de mettre la main dessus. Le 5 septembre, c'est de Bretagne et de Normandie que nous sont arrivées ces images impressionnantes. Là encore, il est possible qu'un objet ait atteint la surface de la Terre sans que cela ne soit certain. Des phénomènes similaires sont régulièrement observés autour de la planète. Voici par exemple une carte regroupant tout ce que la NASA a relevé entre 1994 et 2013. Ils sont provoqués par des objets sensiblement plus gros que ceux à l'origine des étoiles filantes. On parle dans ce cas de bolides, voire de superbolides pour les plus lumineux. Ces observations nous rappellent que l'atmosphère de notre planète joue un rôle protecteur face aux petits objets qu'elle peut croiser. Les bolides peuvent en effet atteindre plusieurs dizaines de mètres de diamètre, et sèmeraient donc une destruction certaine s'ils n'étaient pas en grande partie consumés par les frottements atmosphériques. Les bolides peuvent toutefois se montrer dangereux lorsqu'ils explosent à haute altitude. On se souvient de celui qui avait été observé au-dessus de Tcheliabinsk en Russie en 2013. L'onde de choc engendrée par sa fragmentation avait fait exploser de nombreux vitrages, blessant ainsi plus d'1 millier de personnes. On continue avec la question de Sangen sur James Webb, dont le lancement arrive à grands pas. Si par exemple le lancement d'un projet aussi cher et complexe que James Webb échoue, comment ça se passe ? Est-il possible, et surtout à coût très réduit, de produire relativement rapidement un clone et de tenter un nouveau lancement ? Bonjour Sangen. Mercredi dernier, Arianespace a enfin communiqué une date de lancement pour James Webb. C'est le 18 décembre qui est visé. Cela évoluera peut-être encore un peu, mais on a le calendrier général. On va donc avoir de quoi finir l'année en beauté. Voilà qui nous amène à ta question. On espère tous que le télescope géant va décoller, rejoindre son poste et se déplier sans encombre. Il s'agit cependant d'un processus complexe, et les accidents spatiaux ne sont malheureusement pas rares. On se souvient encore de la perte de la mission Taranis l'année dernière, ou du lancement de Hubble qui s'était bien déroulé jusqu'à ce qu'on se rende compte que le miroir du télescope souffre d'un défaut de fabrication. James Webb a en plus la particularité d'être un des projets les plus chers et les plus complexes de l'histoire de l'ingénierie spatiale. Je ne connais pas les détails du contrat d'assurance qui doit lier ces différents acteurs, mais en cas de perte du télescope, je doute que tout le monde y retrouve ses petits. Je ne crois pas non plus qu'il y ait déjà de plan officiel en cas d'échec. Le coût du projet devrait dissuader la NASA de retenter la mission à l'identique. Même si le travail de recherche et développement est déjà fait et que les compétences sont déjà là, il faudrait budgétiser des sommes importantes pour refabriquer le miroir et les instruments, et éventuellement trouver une solution au problème qui aurait entraîné la perte de James Webb. La NASA pourrait à la rigueur décider d'avancer la construction de la génération suivante de télescopes. Il serait même peut-être moins cher de développer un système de visite Hubble pour continuer à entretenir et à upgrader celui-ci. Un nouveau James Webb bénéficierait probablement de nouvelles capacités. Ce ne serait pas une mission à l'identique. Mais bref, espérons que nous n'allons pas explorer ces différents scénarios plus en profondeur. On va terminer cet épisode avec une question très centrée sur l'Europe. Bonjour Smart Engineering. Je ne sais pas s'il faut parler de dépouillage, mais il est clair que outre-Rhin, on a décidé de mettre un gros coup d'accélérateur sur le spatial. Lundi, le pays a annoncé un projet de site de lancement situé en mer du Nord. Il s'agira en fait d'un navire qui sera reconverti pour permettre à des micro-lanceurs de décoller. Pour rappel, il y a 3 projets de mini-fusées qui sont en développement en Allemagne. La Spectrum d'Isar Aerospace, la RFA-1 de Rocket Factory Augsburg et la SL-1 de High Impulse. Les 2 premières sont en plus des lanceurs pas si légers que ça, qui devraient être capables d'envoyer plus d'1 tonne en orbite basse. Sur ces projets, c'est essentiellement du côté d'Avio, en Italie, qu'on doit la voir un peu mauvaise. Ces fusées pourraient en effet entrer en compétition avec Vega sur certains lancements.
La présence d'un pas de tir dans le nord de l'Europe devrait tout de même limiter les interférences avec ce qui se passe à Kourou. On imagine que la grande majorité des lancements qui y auront lieu viseront des orbites polaires, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les lancements qui ont lieu depuis la Guyane. Bon, de toute manière, le pas de tir allemand n'est pas encore validé. Il s'agit pour le moment d'une étude de faisabilité. Il est par contre de plus en plus clair que l'Allemagne soit disposée d'options de lancement nationales, sans avoir à se reposer sur ses partenaires européens. L'autre point d'inquiétude, très français cette fois-ci, concerne le site de production des moteurs Vinci à Vernon. Les accords de financement d'Ariane 6 envisagent apparemment sa délocalisation en Allemagne, sans que cela ne soit pour le moment acté, ce qui porterait un coup dur à l'industrie spatiale de l'Hexagone. Voilà, j'espère que cet espace commentaire vous a plu et qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.